L'actualité en République démocratique du Congo reste dominée par les déclarations des hommes politiques sur les questions politiques de l'heure, à savoir la tenue des prochaines élections, le référendum annoncé par la majorité présidentielle, le meeting du 31 juillet du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, ainsi que la dernière apparition de Moïse Katumbi dans les médias internationaux. Je ne suis pas seul sur ce plateau comme d'habitude. À ma droite, Pichou Moulumba, journaliste au journal Le Potentiel. Bonjour. Bonjour Laurette. Sergine Rema de Top Congo FM. Bonjour Sergine. Bonjour. Et Jacques-Hilaire Kachala-Wambaye, rédacteur en chef adjoint à Africa TV. Bonjour Jacques. Bonjour Laurette. Et sur ce plateau, nous avons comme invité le président de la Convention nationale des démocrates pour un ordre nouveau. Il s'agit bien de monsieur Gabin Chiteya. Bonjour et bienvenue dans Grand Format. Bonjour. Voilà la première question, sans plus tarder déjà. L'on vous connaît comme un homme d'affaires. Vous quittez les affaires pour la politique. Qu'est-ce qui vous a motivé? Bon, merci déjà et bonjour encore de m'avoir invité pour donner cette occasion-là de parler aux téléspectateurs. En fait, la personne de Gabin Chiteya, c'est un homme d'affaires. Et aujourd'hui, c'est par rapport à ce qu'on est en train de vivre dans notre pays. En fait, le climat des affaires a été attaqué. Le climat des affaires a tout rendu à terre. Donc, vous savez, même quand vous voyez des exemples aujourd'hui de gens qui excellent dans les affaires, c'est par rapport à un bon soubassement. Ce qui est malheureux, même aujourd'hui, vous comprendrez quand les gens de foi se plaignent de se dire il y a tellement de candidatures aujourd'hui pour des élections législatives. C'est parce que le monde même administratif est attaqué. Alors aujourd'hui, on se retrouve, même les financements pour les affaires, ça s'est politisé. Les négociations d'affaires, c'est politisé. Nous, on est de ceux qui se retrouvent du côté de se décider de prôner les valeurs. Malheureusement, dans notre pays, c'est appelé opposant. Donc aujourd'hui, on est à un pouvoir de l'opposition. Par rapport à ça, on se retrouve dans les affaires. Mais les affaires, pourquoi la politique aujourd'hui ou les affaires? Moi, je tiens et je profite de l'occasion de faire une sensibilisation, de parler du parallélisme qu'il y a entre la rébellion armée et une rébellion politique que je décrète aujourd'hui. Vous savez, dans un pays, là où il y a la rébellion armée, c'est parce que quand l'armée a failli, vous rencontrerez même des médecins, des avocats, doivent mettre la main. Et actuellement, nous avons une situation qui est très anormale, que quelqu'un dans son coin soit indifférent de la politique. On invite tout le monde de s'impliquer pour qu'on trouve une solution. Parce que les gens à qui nous avons laissé ce devoir-là, ne nous ont pas satisfaits. Il y a un sérieux problème. Alors tout le monde doit faire la politique. Nous devrons aller au dialogue. Et dans le dialogue, on trouvera remettre le pays dans les rails et puis peut-être ceux qui ne seront pas capables de continuer avec la politique repartira à leurs vacations. Ceux qui seront capables ou ils prendront goût, ils vont continuer avec la politique. On est une génération qui est en train d'arriver dans la politique aujourd'hui, une génération victime. Vous savez, la plupart de mes amis de ma promotion qui peuvent se reconnaître par rapport au discours que je suis en train de tenir, on se connaît, on a des amis de 30 ans, plus de 30 ans, 35 ans. Mais aujourd'hui, on est de pères de famille. Nos enfants ne se connaissent pas. Et pourtant, on a grandi de garçons de famille. On connaissait
de week-end, les parents invitaient d'autres familles qui venaient pour question de se rapprocher, de faire de proximité. Mais aujourd'hui, nous, on n'a pas eu cette chance-là. On n'a pas offert à nos enfants. Donc vous pouvez vous rencontrer aujourd'hui dans un tribunal avec un enfant d'un ami qui a eu à se cogner la tête avec le vôtre. Mais ce sont des histoires déplorables. C'est parmi les points qui appellent et que je rappelle aux gens de vraiment suivre et tout. On est une génération aujourd'hui, les gens qui s'estiment aisés aujourd'hui, ce sont des gens qui ont des familles, femmes et enfants en Europe. Ce n'est pas avoir une vie de famille. Vous savez, ça engendrait quoi? Il y a beaucoup de divorces, beaucoup de gens en sortent cocu à ça, beaucoup de mauvais climats dans des familles. Donc moi je crois que rien que par rapport à ce point-là, nous tous, nous devrons nous mêler de cette histoire et de régler le problème de notre pays. Voilà, vous êtes une jeune génération, vous venez de le dire, vous avez parlé de la révolution politique. Lorsque vous entendez... La rébellion politique. De la rébellion politique, voilà. Mais lorsque vous entendez certains politiciens dire, par exemple, que nous devons faire recours au référendum, qu'il faudra un 3e mandat, on ne peut pas avoir les élections dans le délai. Quelle chance vous donnez à la République démocratique du Congo après 2016? Déjà, revenir au parler du référendum, je crois que c'est tourner en rond sur un point déjà réglé. Parce qu'il faut avoir bonne mémoire de ces politiciens-là. On a eu une situation catastrophique les 19, le 20, 21 janvier, avec le problème de manœuvre à modifier la Constitution. Ça a été ce même peuple-là qui est sorti, qui a eu à s'exprimer dans la rue. Et le même politicien qui en parle, et beaucoup plus ceux de la majorité, qui ont le pouvoir sur les votes dans les 2 chambres, ce sont eux-mêmes qui s'étaient rétractés. Ils se sont rétractés pour quelle raison? Avoir exprimé, d'avoir écouté la population. Et c'est cette même population-là qu'aujourd'hui, nous allons revenir avec le même parallélisme pour leur proposer des élections. À quel prix de risque? Vous savez que même celui-là, aujourd'hui, nous avons, ça fait de prisonniers politiques inutiles encore dans les cachots ici. Ça a eu à coûter le sang congolais. Moi, je pense qu'avec une responsabilité de chef, le président de la République, M. Kabila, il faudra très bien qu'il y pense à ses enfants et même de sa famille, comme on a toujours parlé, Maman Olive Talelabiso. Ils doivent se conscientiser, se mettre à la place des parents, voir qu'il y a un risque de la tension qui règne, de se prononcer pour apaiser la situation. Et vous savez très bien tout ce qu'on est en train de parler. Si aujourd'hui la personne du président de la République s'est prononcée clairement à ces sujets, donner la voix qui est un respect d'alternance, donner le choix au peuple de se voter un autre président pour la continuité de ce pays, vous savez qu'on n'aura même pas besoin d'aller à des jeunes vals, on n'aura pas besoin de faire de dialogue, parce que tout le problème, on est en train de faire du tralala, mais le plus grand problème, ce n'est même pas modification de la Constitution ou quoi. La Constitution peut bouger, mais à des points qui ne peuvent pas être au désavantage de la population. On est au fin cycle du pouvoir du président en exercice. Je crois qu'il est temps qu'il se prononce calmement. Ça donnera un bon climat au pays. Voilà, Pichou Moulumba. Alors, M. Gavin Chitea, je reste encore sur votre présentation qui a été faite tout à l'heure pour soulever 2 petites préoccupations d'entame.
je ne suis pas encore rassuré des motivations qui suscitent votre brusque conversion des affaires à la politique. Vous êtes en train d'épingler les climats d'affaires qui n'est plus stable, attaqué, vous l'aviez dit, ce sont vos mots. Est-ce que Gabin Chitea n'a-t-il pas trouvé puant les affaires qu'il est en train de faire pour se dire la politique peut-être une voie facile de pouvoir se refaire la santé financière? Vous ne craignez pas de regretter plus tard? C'est la première préoccupation. La seconde, la dernière d'ailleurs, s'agissant de votre présentation, la Condor, Gabin Chitea, président national, mais à un moment, au sein de cette formation politique, il a été relevé la confusion, comme quoi vous avez usurpé les fonctions de président national. La confusion a-t-elle cessé? Y a-t-il de l'ordre maintenant? Expliquez. Bon, on commencera par le point d'un homme d'affaires qui rejoint la politique. Je ne sais pas, j'ai prélevé quelques points. Je serais très étonné si ce point-là ne vous touche pas. Aujourd'hui, les gens n'ont pas de vie de famille. Et c'est par rapport à quoi? Même là, on est en train de le vivre. Vous savez, beaucoup de choses ne se disent pas officiellement à la télé. À des écoles auxquelles fréquentent les enfants des dignitaires, ce sont des écoles privées dont on exige 6 mois avant la fin de l'année de renouveler l'inscription. Mais il y a énormément d'enfants de dignitaires qui n'ont pas eu à faire cet renouvellement-là. Il y a un autre point aujourd'hui, et 6 mois encore heureux que ces gens-là sont indulgents, qui accordent encore les visas. Beaucoup sont en train de partir. Pour nous, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On a été ici à la période de la clôture du Mobutisme. Ce sont les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Donc je crois que par ce point-là, vous pouvez vous rassurer. Ce n'est pas par opportunisme que j'atterris dans la politique. Je crois qu'aujourd'hui, vous savez, un problème pour notre politique. Il y a un sérieux problème qui est là. La situation que nous avons, c'est dû à la mauvaise gestion. La mauvaise gestion part au point de rationalité. La rationalité, c'est quelque chose de très capital qui permet aux Européens qui apprennent ça de bas âge à la maison de gérer les partis politiques parce qu'ils ont la rationalité en eux. Nous, la rationalité n'est pas bantou, n'est pas africain. Nous avons une extravagance. Nous avons un autre rapport avec le cash. Quand nous avons le cash, ça nous fait de petites folies. Et avec ces petites folies-là, c'est très difficile d'arriver à gérer les responsabilités de l'État. Et quand nous venons avec cette expertise-là, des hommes d'affaires dans la politique, c'est parce qu'on estime d'avoir un respect, de connaître qu'il y a un impôt à payer, il y a le capital à préserver, il y a le bénéfice de ta poche, il y a le personnel à payer. Vous voyez que dans cette étude-là qu'on apprenne, qui est très capitale de la rationalité, on le prend dans les affaires. J'estime et puis je suis énormément la politique. Vous savez, un point capital aujourd'hui qui manque à beaucoup de notre classe politique, c'est tout simplement la volonté. Un homme d'affaires, pour émerger et arriver à être entendu, à faire un nom dans son pays, c'est quelqu'un qui doit avoir eu à appliquer la volonté. Parce que je suis de lignée de gens qui n'ont pas été favorisés, même à l'époque de Mobutiste, même à l'époque de Kabila que nous vivons. Nous sommes des gens qui vivent par rapport à la volonté et au combat. Je reviendrai au point de la présidence de Condor. Moi, je suis un parti allié à la vision, une précision, à la vision du président Etienne Tshisekedi. Pourquoi je précise la vision du président Etienne Tshisekedi? Parce que c'est une vision que nous trouvons noble et adorable, que j'ai été éduqué par rapport à ces valeurs-là. Mon père n'a jamais cessé de marteler sur des valeurs comme ça. Et qu'aujourd'hui, nous avons comme symbole
de ces valeurs-là de constance, de ces valeurs-là des états de droit, qui est symbolisé par le président Étienne. C'est comme ça que nous avons rejoint la lutte en alignant notre parti comme parti allié du président Étienne Tshisekedi. Mais dans ça, quand on parle des alliés d'Étienne Tshisekedi, il faut se comporter et prendre le président Étienne comme modèle. En prenant le président Étienne comme modèle, c'est quelqu'un qui se réfère qu'à des textes. Je crois que pour parler d'un parti d'usurpation dans les partis politiques, nous avons le secrétariat général de partis politiques. Nous avons tout un ministre, tout un ministère qui s'occupe de ça. C'est quelque chose, normalement, dans d'autres cieux. Là où je suis, en parlant comme président, en quittant ici, je peux être poursuivi et être arrêté. Si vous voyez que je n'ai jamais été inquiété, c'est la réponse au reste. Pour bien évoluer dans la vie et faire évoluer notre pays, on doit arrêter par rapport à des bilobélas et tout. Voilà, Sergine Noreima. Merci beaucoup, M. Gabin Chitea. Tout à l'heure, vous venez de dire que la situation, parce que moi je reviens sur le dialogue et la politique, tout à l'heure vous venez de dire que la situation actuelle que nous vivons, c'est suite au fait qu'au silence du chef de l'État qui n'est dit mot, qui ne se prononce pas sur sa candidature prochaine ou un troisième mandat. Mais moi je pense que pourquoi vous cherchez, vous acharnez sur ça alors que la Constitution a tout dit. C'est clair dans la Constitution. Madame, vous savez ce qui est malheureux. Il faudra quand même en tenir compte et je crois que le président en est très bien conscient, le niveau général de l'éducation dans notre pays. C'est juste une petite fraction de gens qui raisonnent et qui comprennent les choses à votre manière. C'est une question que j'ai toujours eu à débattre avec les gens. Logiquement, c'est un mandat que je mets en exemple comme un contrat de bail. Le fin contrat de bail, quand on avait des discussions avec une portion de gens qui ne voulaient pas de dialogue et d'autres qui pensaient aller plus loin de plaintes sur des organismes internationaux et tout, à poursuivre certaines choses. Moi, je parle, le principe, c'est il y a un contrat. Nous venons dans le dialogue présenter, discuter sur le contrat. Si dans le contrat, la personne ne comprend pas, les dates butoirs, ce sont le déguerpissement. Le déguerpissement, c'est, on reviendra à l'article 64 qui demande à ce que le peuple s'impose et qu'il reprenne son pouvoir. Non, je reviens encore sur ma question. La Constitution dit clairement que le chef de l'État actuel reste là, parce que, en fait, là où nous sommes dans l'impossibilité d'organiser les élections dans les délais. Et le chef de l'État qui est là reste là jusqu'à ce qu'on aura un autre chef de l'État qui viendra le remplacer. Et un chef de l'État qui doit être élu. Donc c'est ça, c'est clair. Alors pourquoi vous vous acharnez autour de ce mandat, autour que le chef de l'État devait se prononcer alors que la Constitution a déjà dit, la Constitution s'est déjà prononcée sur la question. Non, la Constitution, quand vous avez vu nos amis de la majorité demander l'interprétation, ça a été fait exprès. Quand madame... Non, ça a été fait tout simplement parce que vous, de l'opposition, vous êtes acharné sur les mandats du chef de l'État. Je veux vous expliquer, ça a été fait exprès. C'est comme si j'arrive chez vous, je dis, préparez-moi du foufou. Je viendrai à midi trouver du foufou. Je ne dois pas attendre qu'il y ait du pondou avec du foufou. Je parlais du foufou. La communauté, la Cour constitutionnelle a eu la demande de l'interprétation de l'article 70 qu'ils ont interprété comme il le fallait. Vous savez, on peut vouloir, on leur a dit ce qu'ils avaient voulu entendre. Mais à midi, à table, on ne se limite pas qu'avec ce foufou-là. Il faut bien compléter le foufou
le piment et mettre autre chose à table. Donc c'est qui est la complémentarité des articles pour une bonne compréhension 73, 14, 15, 16, qui dit même dans le 75, qui parle de 3 causes qui amènent à ce que qu'il y ait congé à la tête de la République. La première cause, qui est d'une démission. On n'est pas à une démission. Deuxième cause, on est à une cause de décès. On n'est pas au décès. Les autres causes, vous pouvez vous imaginer, les autres causes d'empêchement définitif. Logiquement, on n'aurait pas cité décès ou démission, on parlerait de ça. Donc ça vient dans des causes exceptionnelles. Mais ce qui s'inscrit aujourd'hui, le fait de ne pas respecter, d'avoir eu la mauvaise foi exprimée, de traîner les pieds, de ne pas organiser les élections, ça s'inscrit comme une haute trahison. Et ce fait-là amène à ce que ça s'impose la démission du président en exercice, qui n'attendra pas le reste. Donc, dont la Constitution parle du Sénat qui prend l'affaire. Vous parlez d'une haute trahison. Nous avons suivi Corneille Nangaa qui s'est adressé à la société civile en Ituri. Il a bien dit qu'il n'y aura pas élection en 2016. Et Corneille Nangaa a même dit qu'on attend qu'on accorde une petite transition à la CENI pour bien préparer le processus électoral. Le chef de l'État s'est exprimé à Kalemi devant la population. Et à travers cette population, à toute la population congolaise, Joseph Kabila a dit il y aura élection, allez vous enrôler massivement. Mais il n'a pas non plus précisé qu'il y aura élection en 2016. Il a dit il y aura élection. Mais lorsque vous dites haute trahison, quel est le schéma? Quel est l'autre schéma pour sortir de cette crise? Ok. Donc, vous avez parlé de prononcé de Corneille Nangaa. Corneille Nangaa, j'ai eu la chance de consulter la CENI avec les alliés du président Étienne Tshisekedi. Corneille Nangaa dépend des arrangements de politique pour pouvoir nous proposer ce qui peut être adéquat par rapport à des délais constitutionnels. C'est comme j'aime bien parler avec des assimilations, comme je parlerai d'une femme dans la cuisine dépend de ce qu'on lui a produit pour préparer. Vous savez que si vous avez beaucoup plus de temps, vous préparez une nourriture qui peut prendre plus de temps. Si vous avez peu de temps, il y a toujours une solution de pouvoir nous amener et respecter les délais. En fait, au dernier mot, pour respecter les délais constitutionnels, on reviendra encore à la haute trahison. La CENI attend les moyens importants pour faire par rapport au délai qu'il y a. Pour le délai qu'il y a, il faut de moyens par rapport à ce délai-là. Donc vous pensez qu'il est possible qu'on ait des élections présidentielles en 2016 avec l'ancien fichier? Je crois que moi, je me prépare déjà par rapport à ça. Vous avez un candidat? Par rapport au délai même, donc au délai constitutionnel. Si c'est par rapport à ça, alors pourquoi vous soutenez les dialogues? Pourquoi soutenir le dialogue? Le dialogue ne veut pas dire que le dialogue vient après les élections. Le dialogue est pour harmoniser. Tout ce que nous avons, il y a un bilan de la sortie du président qui a eu à avoir 2 mandats. Il faut tout harmoniser. Harmoniser quoi, concrètement? Harmoniser pour, vous savez, toutes les précédentes les élections que nous avons eu à avoir. Nous avons un souci de contestation, des histoires qu'aujourd'hui qui ne trouvent pas solution. Qu'est-ce qui amène le dialogue? Vous n'allez pas aller réclamer l'impérium aujourd'hui. C'est ça. Ça ne fait plus partie de l'actualité. Mais vous avez peur de vous retrouver autour d'une table, parler? Non. Vous avez eu à voir
dans la feuille de route du président Etienne. C'est une feuille de route auquel, que ce soit majorité ou opposition, il n'y a aucun parti qui a eu à attaquer. C'est quelque chose, c'est une lettre de plus d'une année maintenant, et pour nous une victoire, parce que par une magie, ça converge vers les résolutions que tout le monde accepte aujourd'hui du 22-77. Donc, personnellement, je crois que la situation, on revient du Genval, la solution de Genval, les résolutions de Genval n'a pas parlé de tout ce que vous pouvez vouloir s'imaginer. Vous qui revenez de Genval, vous mettez déjà un accent sur la fin du mandat du chef de l'État. Vous dites le 19 décembre, il n'y aura plus rien, pendant que l'on attendait les résolutions du dialogue avant que vous puissiez vous prononcer. Le 19 décembre, il n'y aura plus rien. Mais pourquoi aller au dialogue? Puisque déjà vous avez une solution pour le 19 décembre. Qu'est-ce que vous dites plus rien? Quand on parle fin de du plus mandat rien, du chef de l'État, il ne sera plus au pouvoir. Est-ce que c'est Genval qui le dit ou bien c'est la Constitution qui le dit? Genval a prévu un président après Joseph Kabila s'il n'y a pas élection. Vous vous êtes donné la peine de lire les résolutions? Le Genval n'a pas eu à prévoir un président, n'a pas parlé, ce n'était pas la question. Genval parle, on a été pour des résolutions qui a été tout le temps parlé, discuté de l'unité de l'opposition majeure. Aujourd'hui, si pas 80%, on peut être à 70% qui ont réussi à faire un 1. Et puis, de personnes significatives pour notre figure de l'opposition. Donc, c'est une grande victoire. Et Genval prévoit la révision de la CENI pour essayer de voir au clair ce qui peut nous permettre, dans le dialogue, nous permettre à faire accélérer, à faire respecter les délais constitutionnels. Vous avez les délégués au niveau de la CENI. Il y a l'IDPS notamment. Il y a à boire et à manger dans cette histoire-là de délégués. Nous parlons pas, quand on parle de la CENI, on ne parle plus de partis politiques, je crois. Ce sont des gens qui sont déjà inféodés dans la CENI même. Donc, pour moi, ce n'est pas des représentants de l'IDPS. Et si l'on doit revoir les fonctionnements, je ne sais pas, la CENI, qu'est-ce qu'on doit revoir? Ce sont des acteurs ou les animateurs? Qu'est-ce qu'on doit revoir exactement? Nous devrons rétablir le contrôle, pour ne pas parler d'établir les principes, le contrôle de ces principes-là. Parce que nous estimons qu'actuellement, le principe de protection pour des élections transparentes et apaisées ne nous sécurise pas. Donc, nous devrons voir d'abord dans ce schématique-là, et puis voir même par rapport à tout le point qui se revendique à gauche et à droite, voir qu'est-ce qu'on pourra faire pour faire mieux. Jacques-Hilaire Kachala. Merci, M. Chitea. Le chef de la maison civile, le chef de l'État, je le cite, avait dit que la constitution actuelle est immorale parce qu'elle est issue d'un compromis basé sur les sangs. Il faut que les Congolais se mettent ensemble pour essayer de trouver un compromis en famille, dans la volonté de Dieu. Comment vous réagissez à ces propos? Bon, je crois que je réserverai la réponse le jour qu'on parlera de la Bible, où on parlera de moralité biblique ou quoi. Il ne faudra pas qu'on essaye de mélanger certaines choses. Cette constitution-là nous a conduits. Cette constitution-là a eu à donner 2 fois mandat au président, qui a permis à ce que lui se retrouve à ce poste-là, qu'il le retrouve, comme vous le voyez, très à l'aise. Donc je pense que c'est un point d'échappatoire qui n'est pas important. Mais finalement, M. Gabin Chitea, je me demande, vous soutenez les dialogues comme allié de Tshisekedi au sein, derrière Etienne Tshisekedi, avec des conditionnalités qu'il précise. On en sait un peu plus d'ailleurs après Genval, les résolutions prises, vous vous attelez à l'exécution de la résolution 2277 dans son intégralité, mais la majorité soutient également les dialogues.
Mais qu'est-ce qui vous divise pour que finalement l'impasse s'enlise jusqu'à faire imager, présager les chaos dans l'avenir? N'avez-vous pas peur, comme acteur politique et surtout comme opposition, de porter la responsabilité de l'histoire si chaos arriverait? Pourquoi chaos arrivera? Parce que vous avez bien parlé que nous sommes tous sur le dialogue de la version 2277. Il n'y a pas de contradiction dans notre aile de l'opposition. Les gens parlent de dialogue de la version de la communauté internationale. Et bien que je suis suivi par la voie de presse, il y a bien de pro-dialogue aussi qui parlent de dialogue sans condition. Immédiatement pour sauver la nation. Immédiatement sans pour condition. Éviter le chaos. Vous savez, je crois que pour ces amis-là, on pourra, c'est déjà un acquis, parce que pourquoi on ira au dialogue si nous n'avons pas à mettre des conditions? Le dialogue, c'est pour des divergences à mettre ensemble. Donc il faudra bien l'énumérer, parce que quand vous entrez comme ça, vous pouvez entrer au dialogue pour une éternité. Eux, ils privilégient la nation. C'est pour éviter le chaos qu'ils disent que le pro-dialogue soutienne qu'on doit aller au dialogue immédiatement, sans condition. Madame, pour gagner la guerre, il faut le préparer. Qui veut la paix prépare la guerre. Le dialogue, c'est des échanges et que nous devrons faire avec les divergences qu'il y a. Si nous ne nous préparons pas, on risquera de se mettre à feu pour un rien. En parlant de la préparation, vous soutenez le dialogue. Où est-ce que nous en sommes avec ce forum? Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi on ne démarre pas une fois pour toutes ces dialogues? Pourquoi on ne le démarre pas? Vous savez, il y a un problème très capital dans notre pays. C'est un problème égo. De l'ego qu'il y a dans notre classe politique. Comme l'UDPS, comme l'opposition, comme la Condor aussi. Hein? Vous multipliez le préalable du jour au jour. Non, 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 non. On le multiplie au profit du peuple. On sécurise le peuple. Parce qu'on ne le multiplie pas, je parle de l'ego. Le président Étienne, qui est tête de file de l'opposition aujourd'hui, ne parle pas quelque chose qui lui est personnel. On l'a accusé de tout le nom par rapport à ce dialogue-là. Il a manifesté la volonté de venir et a appelé aujourd'hui, on a réussi à ramener tout le monde pour proposer ce dialogue-là. Mais si vous entendez aujourd'hui le mot de non-dialogue, n'est plus dans le couloir de l'opposition. Le non-dialogue, nous entendons dans la confusion de la hiérarchie du côté du AMP. C'est un pas, oui, nous reconnaissons, mais qu'est-ce qui bloque parce qu'on ne démarre pas avec ce dialogue? Depuis que le facilitateur attend la liste de l'opposition, ça traîne toujours, alors qu'on ne comprend plus qui bloque réellement les dialogues. C'est les préalables. Les conditions du panel qu'on mais les conditions que vous posez qui sont difficilement à résoudre par soit le facilitateur ou le pouvoir en place. L'harmonie de ça nous a quittés. L'harmonie est au niveau de la communauté internationale parce que nous avons l'arbitrage international. L'arbitrage international, c'est eux qui portent les conditions aujourd'hui parce que les conditions n'est plus le nôtre. Les conditions sont résolution. Comment les conditions seront nous, on est prêts par rapport à des résolutions du 22 et 77 d'aller au dialogue. Mais vous dépendez de la communauté internationale. C'est là où on parle ingérence. Le groupe de soutien d'ailleurs au dialogue réuni à Addis Abeba a déjà conclu. Ce groupe de soutien prévoit qu'il y ait dialogue le 31 au mois de juillet, d'ici la fin du mois de juillet. Et le groupe de soutien parle du dialogue conformément à la résolution 2277. Nous pensons que cette fois-ci, il n'y aura plus d'autres revendications parce que l'opposition, les conclavistes de Genval, la dynamique de l'opposition, l'UDPS, vous venez d'avoir la réponse à votre demande, les panels des facilitateurs. Exact. Je crois qu'il serait criminel si aujourd'hui, nous-mêmes, on met à terre les résolutions de Genval. Donc pour nous, c'est encore une victoire que ce rassemblement-là organisé, invité par le président Etienne Tshisekedi,
nous ramène à la table de solution, qui est la voie royale. Vous qui l'avez vu à Genval, on nous annonce l'arrivée du président Etienne Tshisekedi à Kinshasa. Il va tenir un meeting le 31 juillet, si je ne me trompe. Vous qui l'avez vu à Genval, physiquement, est-il lucide? Sera-t-il présent à Kinshasa? Va-t-il tenir ce meeting? Certaines sources disent clairement que le président Etienne Tshisekedi est dans un état où il ne peut pas venir à Kinshasa pour tenir ce meeting. Le rassemblement des forces acquises au changement utilise son nom pour attirer le Congolais à participer ou à participer massivement à ce meeting. Vous parlez de son état de santé? Entre autres. Vous savez, je reviendrai, vous savez, le rôle de la communauté internationale. La communauté internationale n'est pas amie ni du pouvoir, ni amie de l'opposition. Donc, pour dire, notre famille, deux alliés déjà, et la famille politique de l'IDPS, qui est l'IDPS pour le président Etienne Tshisekedi, leur poser la question de la santé ou bien de capacité du président de répondre à tous ceux qui, aux éventualités et tout, ne serait que positive. Mais pour avoir une bonne réponse, je crois que vous pouvez avoir une lecture. Ce serait la communauté internationale qui le visite à chaque fois. Vous savez très bien, comme il a l'habitude d'être dur et sévère, cette communauté-là aurait décrit s'il y avait un problème par rapport à ses capacités. Si cette communauté-là, jusqu'à aujourd'hui, ne parle pas de ça, soyez calme. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, vous êtes sûr qu'il sera à Kinshasa le 31 pour tenir ce meeting? Et jusque-là, c'est un monsieur, si je m'accepte aujourd'hui, répondre comme un Tshisekediste, parce que c'est un modèle, ce n'est pas un monsieur de mensonge. Quand il dit, il fait. Vous faites partie de la dernière conférence de Genval, vous y avez été, et les rassemblements a tenu la première restitution, la conférence de restitution ici à Kinshasa. C'était un rendez-vous qui avait pratiquement les allures d'un meeting politique, à voir la mobilisation des partisans des différents partis politiques. Mais là n'est pas le problème. J'aimerais un peu que vous expliquiez. Quand au niveau du rassemblement, vous placez déjà une sorte de target en disant au plus tard le 19 septembre, la CENI doit publier un calendrier électoral pour organiser l'élection présidentielle. Vous ne pensez pas mettre la charrue devant le bœuf quand on sait que le calendrier électoral est un de points majeurs qui devrait d'ailleurs être consensuel justement à l'issue du dialogue que vous préconisez. Mais tout ce que vous parlez de pas nous tolérer, rester dans ce discours-là, c'est tenu par par quel contexte juridique? Il n'y a rien du tout. Jusque-là, quand nous devrons nous prononcer, nous pouvons que se prononcer par rapport à la Constitution. Qu'est-ce que prévoit la Constitution? Donc, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui, par rapport à la date, par rapport à ça, nous parle, sinon il n'y aurait pas de dialogue. Si on veut aller au dialogue, c'est pour aller et tenir compte si réellement, autour de la table, il y aura de raisons incontournables qui proclament cette haute trahison-là de ne pas avoir eu à donner au peuple congolais les élections dans les délais. Donc on passera à ceux qui proclament le 19. Monsieur Gabin Chitea, vous n'avez pas l'impression que vous donnez trop, vous opposition, vous donnez trop d'importance à la communauté internationale? Vous l'appelez en action, vous l'aviez même rappelé en vous félicitant du fait que vos conditions ont été acceptées, du fait qu'il y ait un panel qui reprenne les acteurs des différentes organisations. Vous attendez à ce que cette communauté joue sa partition dans ce qui devrait être décidé par vous-même Congolais. Quelle est la place de la souveraineté nationale dans vos actions? Vous savez,
le côté partenaire de la communauté internationale n'exclut pas la souveraineté. Il ne faudra pas... Qui semble être mise en mal déjà. Non, non, pas du tout, il n'y a pas de raison. Donc, c'est pas très juste. Parce que quand on a besoin de la communauté internationale, nous avons la MONUC ici, et nous avons beaucoup de choses. Vous savez, une situation est en train de se passer dans cette salle comme on est. Si on n'arrive pas à trouver une solution qui peut avoir des effets très graves, punissables, à un niveau humanitaire, vous savez, les voisins qui sont de l'autre côté, s'ils n'interviennent pas, ça devient punissable pour eux aussi. Non-assistance en personne en danger. Donc la communauté internationale, quand ils interviennent, ils trouvent qu'il y a un problème de maturité. Je crois qu'on serait très mature, on n'arrivera pas à traîner les pieds pour évoluer. Donc il y a un sérieux problème dans la tête de la solution de l'État. Et cela n'enlève pas, si un voisin intervient, cela ne vous enlève pas vos devoirs de parents. Quel est le cas pour le chef de l'État qui a ses droits, qui, dans ses droits, a signé une ordonnance convoquant les dialogues. La démarche que vous ne semblez pas soutenir. Sinon, c'est là même le cœur du blocage. On est sur la résolution 2277. Qui ne met pas en mal la souveraineté nationale des États. Dont le chef de l'État, je crois, qui est tenu à respecter. Et jusque-là, il n'a pas dit un mot contraire. Donc, nous ne devrons pas commencer à lui prêter des intentions comme s'il rejetait ça et tout. Donc, moi, je crois que j'ai parlé, comme vous répétez, là, en chef d'État. Il sait pour apaiser la situation et garantir une paix, comme il a eu à le prononcer, qu'il n'y aura pas bain de sang, qu'il y aura dialogue. Et ce sont deux mots, louables, mais qui n'a pas touché le problème. L'abcès est au niveau de sa prononciation, clairement, du fin mandat qui dérange la majorité de la population. Jacques-Hilaire Kachala, rapidement. M. Chitea, l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, sera bientôt en République démocratique du Congo. Lui qui doit purger 3 ans et demi de peine. Sur une radio internationale, Moïse a dit qu'il est candidat. Il a confirmé qu'il est candidat président de la République. Genval a combien de candidats président de la République? Parce que Étienne Tshisekedi, dont vous êtes allié, est aussi candidat. Vous savez, aujourd'hui, on est tenu de tourner autour de Genval, si pas parler des ambitions de son propre parti. Je crois qu'il est très légitime au président Moïse Katumbi de lever ses ambitions comme toute autre personne. Et à Genval, je vous rassure encore, la discussion n'était pas autour des ambitions. La discussion était autour de la solution d'apaiser le climat politique au pays. Ne pensez-vous pas que quand vous allez traiter maintenant les problèmes des ambitions et que le mariage des raisons va éclater? Non, 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 non. Je ne crois pas, parce que nous avons à la tête aujourd'hui, avec expérience, que tout le monde respecte la personne du président Étienne Tshisekedi. Et nous avons déjà la solution. Il y a un agenda qui vous sera publié au moment opportun. Genval a prôné l'unité de l'opposition. Ne craignez-vous pas que, je rejoins Jacques-Hilaire Kachala, que cette histoire de candidat président risque de branler même ces efforts consentis à Genval? Vous savez, madame, je suis père de famille. Je ne peux pas retirer à mes enfants ou empêcher à mes enfants d'avoir des ambitions. Il pourra et il y aura des ambitions, mais qui ne sera pas à la hauteur de casser l'unité qu'on a pu faire. Nous, les ambitions se gèrent, les ambitions se discutent. Donc, on aura un temps que nous discuterons par rapport aux ambitions pour gagner.
Voilà, vous êtes un homme d'affaires. Certainement, vous côtoyez toutes les couches de la population congolaise. On aimerait avoir votre analyse aujourd'hui par rapport au social des Congolais. Malheureusement et heureusement, les téléspectateurs vont nous rejoindre à cette vision-là, ce qui nous interpelle et ce qui m'amène à faire la politique. Parce que vous savez que ce social-là dépend de la bonne gestion politique d'un pays. Et aujourd'hui, tout ce qui pouvait être rassurant a été mis à terre. Donc, comment vous pouvez attendre, rêver une solution politique? Déjà même, le stress qu'il y a, l'apaisement qu'on attend au chef de l'État, d'éclaircir les esprits de la masse, ça crée de psychose. Dans ce psychose-là, les investisseurs ne peuvent pas venir. Je suis un homme d'affaires, à beaucoup de fois, beaucoup d'années, les gens vous demandent, attendons les élections, parce que ça s'annonce mal, ça se sent mal. On voit des mouvements de panique, de dignitaires qui sont en train de prendre de visa, de ne pas avoir eu à prolonger les inscriptions, de leurs enfants, de renouveler les inscriptions de leurs enfants. C'est des psychoses. Tous ces effets-là a de retour sur l'économie. Donc, au niveau où on en est, c'est d'abord le climat des affaires. Il y a ce stress-là. Aussi longtemps que ce stress-là va persister, ne vous attendez pas à la magie. C'est pourquoi il faut aller rapidement au dialogue pour... Malheureusement, la voie royale, on reviendra toujours à ça, à la victoire du président Etienne Tshisekedi. Et vous y croyez? Vous croyez en la tenue du dialogue? J'y crois. Pour quand? La tenue du dialogue, on attend les conditions. La panel arrive avec les Eden Kojo. On a laissé la responsabilité à l'arbitrage. Donc le coup de sifflet sera sifflé par eux. Je reste dans cette question sociale, cette question d'Air Capital qui venait d'être épinglée par Laurette Mandala. Monsieur Gabin Chitea, j'aimerais avoir votre lecture comme lecture d'un homme d'affaires. Actuellement, vous avez toutes les casquettes d'ailleurs, homme d'affaires, homme politique. Non, je vais poser la casquette d'homme d'affaires. Vous préférez la casquette politique, très bien. Quelle lecture vous faites de l'évolution sociale du pays? Je mérite que vous tabliez sur une forme d'évaluation précise. Dans les secteurs clés, par exemple, de la vie nationale, je vois le transport, je vois l'éducation, je vois la santé. Depuis 2011 à 2016, parce que c'est pratiquement un quinquennat, vous faites une lecture objective pour tabler sur les éventualités par rapport à votre programme. Vous tenez à l'alternance, qu'est-ce qui pourrait être fait sur ce qui a déjà été fait? Vous faites quelle évaluation? Il y a eu évolution ou pas? Vous savez, par rapport au social, le social, quand vous parlez du social, il faut le prendre dans l'ensemble. C'est un fait global. Malheureusement, les méfaits, les petits points de méfaits qu'il y a, infectent tout le reste. Vous pouvez avoir eu à démarrer quelque chose, avoir une intention de faire, à exprimer l'intention, mais une continuité, l'achèvement négatif détruit le tout. Donc, je crois que le bilan est négatif. Un bilan négatif ne veut pas dire que rien n'a été fait. Il y a eu beaucoup d'actions positives, il faut reconnaître. Il y a eu l'achat des avions, il y a eu de routes réhabilitées, les bus qui sont arrivés, il y a eu des bus, le transport pour la population, il y a eu des écoles construites. Il y a à boire et à manger, la bancarisation, des choses qui ne se font pas en harmonie. Vous prestez dans votre société, mais si vous n'êtes pas payé comme vous devrez être payé, vous direz que non, ça a été fait. Vous avez été payé? Non, vous avez été mal payé. Vous avez été payé partiellement. Donc, ça ne rejoint pas les attentes. Logiquement, tout ce qui a été l'attente que la population devrait attendre, on est en dessous de la moyenne. En dessous de la moyenne, On table également... il faut reconnaître quand même les points positifs. Mais non, quand on parle, en termes de je parle avoir eu à faire. En termes de cotation, comme l'a dit Pichu Moulumba. Pardon? En termes de cotation. Sur 10,
Gabin Chitea donnerait quelle cote à l'action gouvernementale, l'action entreprise entre 2011 à 2016? Vous savez, je n'irai pas très loin. Je suis un homme de la place, reconnu, battant, d'audace, un faiseur. Je n'irai pas voir très loin. Je m'écoute moi-même. Socialement, je suis à 2 sur 10. Je veux que la cotation... J'ai passé une année en train de faire et je continue à faire. La cotation porte sur l'évaluation de l'action gouvernementale. C'est ce que je parle. L'action gouvernementale a une répercussion sur tout le monde, même sur vous qui êtes là. Mais aujourd'hui, vous pouvez partir à Lubumbashi avec $250. C'était à 700. Vous savez, vous pouvez le prendre à 250, mais il y a des équilibres à autre chose. N'est-ce pas là une avancée? C'est ce qu'il y a eu à faire. Aujourd'hui, vous partez sur Lubumbashi à 250, au prix de ne pas avoir des élections dans les délais. Tout de l'argent qu'on parle, on manque de l'argent. Ce sont de l'argent ponctionné à l'orientation qui était prévue budgétairement. Alors, s'il faut choisir, vous pensez que 250 $, c'est rendre à Lubumbashi, vous produit une paix dans le pays, ou bien des élections qui peuvent produire de 250 $ à Lubumbashi. Donc, parce que vendre la famille n'a pas d'oreille. Si l'économie ne marche pas bien, la population ne va pas non plus suivre. Mais vous savez, pour que les gens mangent, on vous parle de climat d'affaires. Le climat d'affaires, le socle, c'est quoi? C'est les élections. Le socle, c'est la gestion du pays. Donc, on reviendra à ce que faisons d'abord les élections et le 250, c'est des détails. Il y a encore mieux à parler dans ça. Vous pensez qu'après les élections, tout ira comme sur coup de baguette, automatiquement, les choses vont évoluer parce que l'opposition a tendance à soutenir qu'il y ait des élections immédiatement. Mais après les élections, il y a toute une société, il y a toute une vie qu'il faudra refaire. Tout ne marchera pas comme sur coup de baguette. Madame, la déontologie peut-être ne me permet pas de vous poser de questions. Vous savez, le point de notre pays, c'est un problème de volonté. Ça a été de la volonté. Tout le reste n'est pas un problème. C'est d'avoir confiance à la tête. Tout pourri par la tête. Automatiquement, si dans une famille, la tête est fiable, le reste se redresse automatiquement. Si vous étiez demandé de vous adresser aujourd'hui au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, quel est le message que vous allez lui dire? Vous m'obligez de me répéter. Je demanderai pas seulement au chef, même na maman Olive Talela Bisso, qui parle avec le chef de l'État. C'est un point capital. Généval, dialogue, et tout tourne autour d'une seule personne et de l'ambition d'une seule personne et du mot d'une seule personne qui peut tout tranquilliser et tout peut se faire calmement, qu'il n'y ait pas de sang. Ben, il a tranquillisé en annonçant qu'il y aura bel et bien les élections. Pas de demi-mot. Vous savez, même la communauté internationale, quand il parle dans le langage, c'est des partenaires du pays qui ne sont pas du tout rassurés. Quand il y a des contradictions, vous voyez le secrétaire général, par des voix de la presse, a parlé qu'il n'y aura jamais des élections, il y aura ça et tout. Il y a des contradictions au niveau hiérarchique et tout. Vous le savez? Donc moi, je n'ai pas compris le message. Oui. Le message exactement. Si aujourd'hui vous étiez en face de Joseph Kabila, ah ouais, le message, c'est de tranquilliser. Ça a été le message que vous avez dit. Votre collègue m'a interrompu à ça. Le message, c'est d'apaiser la population qui veut à tout prix que le président se prononce clairement. Si il veut se reconduire, comme il y a des confusions du 3e mandat, ou bien le président est pour fin mandat et toutes ces histoires-là, le reste, ce sera comme des roulettes. Il y a une constitution qui dit qu'il y a 2 mandats. Alors pourquoi voulez-vous que le président puisse encore une fois se prononcer? Je crois qu'on a répondu à ce point-là. De vous dire que non, ce n'est pas un problème d'intention. Je vous ai parlé
il faudra toujours tenir compte de l'éducation, les failles que nous avons dans l'éducation de la majorité de la population. C'est une population qui a besoin de la précision. Nous sommes à une fraction de personnes qui peut rester au niveau constitutionnel. Vous savez très bien que même dans les intellectuels, c'est à compter. On n'est même pas à 5% qui ont eu à avoir la peine de lire la Constitution. Alors, il faudra accompagner. C'est que quand il y a la Constitution et même que les députés eux-mêmes, ils y vont demander l'interprétation au niveau de la Cour constitutionnelle. Pourquoi vous ne voudrez pas qu'un peuple demande à son président d'interpréter ses intentions? Il n'est censé ignorer la loi. Ok, monsieur Gabin Chitea, nous sommes presque à la fin de l'émission, mais juste une petite question, une dernière, un mot sur la Condor. Essayez un peu de nous parler de votre parti politique et puis est-ce que vous avez des ambitions aussi? Notre parti Condor, dont je suis à la tête du parti, a beaucoup de visions pour l'amélioration de l'avenir de ce pays. Nous avons été à Genval, dont on a eu à regrouper les opposants qui revendiquent les choses de la même direction que nous, qui a eu à se mettre ensemble autour du président Étienne Tshisekedi. Après ça, ça a été constitué avec de sages. Nous avons de sages pour nous encadrer. Nous avons des politiques intermédiaires. Pourquoi intermédiaires? Parce que nous avons le sage et la représentation du président Étienne part de 60. Et il y a tous ceux qui ont accompagné les gens de 60 à nos jours, avec tout ce qu'il y a eu comme lacune qui nous a amenés aujourd'hui à se décider de quitter. Et même pire, aujourd'hui, je suis incapable, quand je parle de moi, dans l'ensemble des gens de ma génération, à pouvoir faire aimer à nos enfants qui vivent à l'extérieur le Congo. Donc nous avons un défi, que ces enfants-là doivent revenir et apprendre à aimer notre pays. Donc à ça, nous avons cette génération-là de sages, nous avons la génération à qui nous tendons la collaboration intermédiaire, d'être les coachs pour le nouveau vent que nous amenons, à pouvoir corriger énormément de choses et à le changer. Eh bien voilà, c'est pratiquement la fin de grand format. Nous avons reçu le président de la Convention nationale de démocrates pour un ordre nouveau, Gabin Chitea. Monsieur Gabin Chitea, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de votre panel pour m'avoir reçu. Merci également. Un grand merci au panel de journalistes Sergine Reyema, Pichou Moulumba, Jacques Hilaire Kachala et à l'équipe technique, aux réalisateurs Fia Lungela et Diamant Bidizi et Landry Foko. Nous nous retrouvons dans le prochain numéro de grand format. En attendant, restez branchés sur la télévision africaine pour la suite du programme. Merci. Là.